Avez-vous déjà passé des vacances si horribles que vous aviez hâte de rentrer chez vous? Eh bien, c'est comme ça que les choses commencent pour cette famille de touristes. Enfin, surtout quand les habitants de l'île commencent à se déguiser dans des costumes inquiétants et à menacer de manger leur chair. Ils se retrouvent alors piégés pendant 3 jours sans aucun moyen de s'échapper. Mais ces monstres ne sont pas les seuls à avoir un secret qui pourrait leur être fatal. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le village cannibale dans Getaway. Ces vacances sont sur le point de se transformer en leur pire cauchemar. En descendant une route de campagne, nous rencontrons Richard, un adorable papa ours, et sa famille en voyage touristique en Suède. Ils visitent l'île isolée de Svalta. Il y a 200 ans, un village entier s'est retrouvé en quarantaine et s'est tourné vers le cannibalisme pour survivre. Maintenant, tous les 10 ans, les habitants organisent un énorme festival de dingue en souvenir de l'événement. Et ces idiots arrivent juste à temps pour assister au spectacle. Mais c'est là qu'ils ont fait leur plus grosse erreur. Avant de monter à bord du ferry, ils passent devant le petit café sur les quais à la recherche de quelque chose à manger. Et quand les propriétaires entendent ce qu'ils ont en tête, l'ambiance devient mortellement sérieuse. Le gars essaie de leur expliquer que l'île n'est pas un endroit pour les étrangers, surtout pendant le festival. Mais peu importe les avertissements, ces 4-là refusent d'écouter. Alors qu'ils montent à bord du ferry, cette assistante leur rappelle que ce sera le dernier bateau avant 3 jours. Après un court trajet, ils arrivent sur les quais et découvrent que tout le village est déjà rassemblé. Et ils n'ont pas l'air très contents de leur visiteur surprise. C'est alors que Clara, la doyenne du village, s'avance. Et après avoir appris qu'ils prévoient de rester jusqu'à la fin du festival, elle leur dit qu'il ferait mieux de remonter à bord du bateau. Heureusement, leur hôte Mats arrive juste à temps et les conduit à leur maison avant que les autres ne puissent leur faire peur davantage. Mais ils ne se doutent pas que cette petite vieille-là n'a pas toute sa tête. Le bon côté des choses, c'est que pour une fois, ce ne sont pas des Américains stupides qui sont en cause. Mais ces idiots-là ne se rendent pas non plus compte qu'ils se dirigent tout droit vers un piège mortel. Vous devriez savoir que c'est une mauvaise idée quand même le propriétaire du restaurant de hamburgers vous dit que vous faites une grosse erreur. On aurait dit qu'il voulait vous tuer pour avoir demandé un burger végétarien. S'ils vous mettent en garde contre les habitants de l'île, vous devriez réfléchir à 2 fois à l'endroit où vous avez prévu de passer vos vacances en famille. Le pire, c'est qu'ils sont venus pour se moquer de l'événement le plus traumatisant qui se soit produit dans le village au cours des 200 dernières années. Et personne ne les veut dans les parages, même ceux qui vivent là. Prenons un endroit comme Point Pleasant, en Virginie-Occidentale, où se trouve le tristement célèbre Mothman, ou Homme Papillon. Chaque année, ils organisent un festival du Mothman en encourageant les gens de tout le pays à venir les voir, considérant que c'est une bonne opportunité pour leurs entreprises locales. Les habitants d'ici pourraient adopter cette approche, mais au lieu de ça, ils ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas d'étrangers. Et pendant ce temps, les Smiths sont ici et les traitent tous comme une bande de PNJ qui ne sont là que pour les amuser. Non seulement ils ne sont pas les bienvenus, mais les choses pourraient facilement devenir mortelles s'ils ne font pas attention. Au restaurant, les jeunes ont trouvé une mouette décapitée alors qu'ils attendaient leur hamburger. Même si l'identité du coupable n'est pas claire, c'est le signe que quelqu'un de dangereux se trouvait là et qu'il pourrait encore être dans les parages. Sans parler du fait que ces locaux sont presque 10 fois plus nombreux qu'eux, sur une toute petite île, avec nulle part où fuir, ni aucun bateau prévu pour les 3 prochains jours. Quand vous montez sur le ferry et que tout le monde vous regarde comme ça, vous feriez mieux de rester sur le ferry et de retourner sur les docks où vous étiez en sécurité. Et dès que la vieille femme vous défie et vous lèche le visage, je suis désolée, mais ce sont là des mots qui présagent un combat, mes amis. Soit nous nous serrons la main, soit j'accepte de perdre le prix de l'Airbnb et je rentre chez moi. Mais rester jusqu'à la fin du voyage n'est certainement pas une option après un truc pareil. Les parents doivent penser à la sécurité de leur famille et se rendre compte qu'en venant sur cette île, ils ont déjà offensé les gens qui y vivent au point de les rendre violents. C'est dommage qu'ils se fassent virer de leur lieu de vacances. Mais ils pourront toujours se rendre dans un endroit un peu plus touristique au lieu d'ici. Et c'est pourquoi, si c'était moi, je retournerais sur le bateau illico. La famille est en train de s'installer. Mats leur raconte avec beaucoup d'émotion que la maison appartenait à sa mère, avant de terminer en disant qu'elle a été décapitée dans le même fauteuil que celui dans lequel Richard est actuellement assis. Sur ce, la famille monte à l'étage pour choisir leur chambre. Et la fille Jessie, ici présente, s'agace de ne pas avoir de réseau de téléphonie mobile. Elle est en train de faire le tour de sa chambre quand Mats se faufile derrière elle. Et après avoir fait quelques commentaires effrayants, il s'en va en leur disant à tous de profiter de leur séjour. Mais ils sont sur le point de réaliser que cet endroit est encore plus étrange qu'il n'y paraît.
Un peu plus tard, Jessie s'ennuie sans son téléphone et elle décide de prendre un bain pendant que ses parents préparent le dîner. Ça semble être une bonne idée au début, mais dès qu'elle se met enfin à l'aise, elle commence à entendre des bruits étranges venant de quelque part dans la pièce. Ils deviennent de plus en plus forts au point qu'elle ne peut plus les ignorer. De plus en plus nerveuse, elle enfile rapidement une robe de chambre et se concentre sur le miroir situé contre le mur du fond, incapable de se débarrasser du sentiment que quelqu'un pourrait l'observer de l'autre côté. Cette nuit-là, toute la famille est au lit quand Richard se réveille et remarque une étrange lueur orange provenant de la fenêtre. Quand il regarde à l'extérieur, ils se rendent compte qu'il s'agit d'un groupe d'habitants qui tentent de les intimider. Et Suzanne, lassée, décide d'aller leur dire ce qu'elle pense. Au milieu de la clairière se tient un groupe d'une vingtaine de personnes du village, toutes munies de torches et portant d'étranges masques de cérémonie. Furieuse, elle commence à leur crier de laisser sa famille tranquille. Mais sans dire un mot, l'un d'entre eux s'avance et dépose une petite créature de la forêt morte sur les marches, avant que toute la foule ne disparaisse silencieusement vers le village. Sans trop savoir ce que ça veut dire, ils retournent à l'intérieur en espérant que tout ça n'est qu'une tradition locale. Mais ils ne se rendent pas compte que Clara les observe discrètement depuis les bois, et que ce n'est qu'une étape de son plan diabolique. À un jour du festival, Richard remarque que sa fille a du mal à dormir et il lui demande de lui confier ce qui la préoccupe. Elle va dans la cuisine, allume d'abord l'évier, puis lui parle des bruits dans les murs, utilisant le son de l'eau pour masquer leur conversation d'éventuelles oreilles indiscrètes. Elle craint que quelqu'un ne les observe, mais il la rassure en lui disant que ce n'est probablement rien, sans se douter qu'ils sont en fait littéralement filmés à ce moment précis. Pour obtenir de l'aide, il décide de s'arrêter chez Mats et lui montre la carcasse de l'animal en lui demandant ce que ça signifie. Frustré, l'homme menace de laisser un mauvais commentaire s'ils ne peuvent pas profiter pleinement de leur séjour, ce qui semble faire passer le message. Et Mats dit qu'il ira parler aux responsables de la commune pour que ça s'arrête. Ok, ça fait moins de 24 heures qu'ils sont en vacances et ils vivent déjà des choses qui pousseraient n'importe quelle personne saine d'esprit à faire ses valises. Richard pense toujours qu'ils peuvent croire leur hôte Mats. Mais après la façon dont il a agi, je ne lui ferai pas confiance une seconde. Et comme ils ne peuvent compter ni sur lui ni sur personne d'autre sur cette île pour les aider, ça veut dire qu'ils vont devoir se débrouiller seuls à partir de maintenant. Cela étant dit, on dirait que Jessie a déjà une longueur d'avance. Elle a déjà démontré à quel point elle est intelligente en décidant de dormir entièrement vêtue et en allumant l'évier pour dissimuler leur discussion. Ils vont avoir besoin de compétences comme celle-ci s'ils veulent s'en sortir vivants. Et c'est pourquoi si c'était moi, la première chose que je ferais, ce serait de vérifier si quelqu'un les a vraiment observés. Le meilleur endroit pour commencer, c'est le miroir de la salle de bain. Comme Jessie a clairement entendu des bruits venant de derrière, il pourrait s'agir d'un miroir sans teint permettant à quelqu'un de regarder de l'autre côté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe quelques moyens simples de le découvrir. La différence entre un miroir ordinaire et un miroir sans teint réside dans l'épaisseur de leur surface réfléchissante. Les miroirs sans teint sont délibérément conçus avec un revêtement réfléchissant plus fin afin que vous puissiez voir à travers depuis l'autre côté, alors que les miroirs ordinaires ont une surface réfléchissante plus épaisse qui empêche la lumière de passer. Un moyen facile de vérifier ça est de faire un simple test de réflexion. Placez votre ongle contre un miroir et vous verrez un petit espace entre votre doigt et le reflet, parce que le revêtement est épais. Si c'est pas le cas, c'est le signe que vous avez affaire à un miroir sans teint. Elle peut également éteindre la lumière et diriger la lumière de son téléphone vers le miroir sous différents angles, ce qui lui permettra de voir la zone cachée si elle procède correctement. Si elle n'est toujours pas sûre, j'essaierai ensuite de frapper sur l'objet pour voir s'il produit un son creux et d'examiner les bords à la recherche d'un espace ou d'un joint inhabituel qui indiquerait qu'il peut s'ouvrir comme une porte. Ensuite, je couvrirai tous les miroirs de la maison avec un drap, juste au cas où, parce que ça empêcherait toute personne de voir à travers, et ça leur permettrait aussi de voir si quelque chose a été déplacé pendant leur absence. Puisqu'ils cèdent à la paranoïa, ils voudront sûrement vérifier s'il n'y a pas de caméra cachée dans la maison également. Une lampe de téléphone peut également servir à cette fin, parce que si vous éteignez les lumières et que vous la faites briller lentement autour de vous, vous pourriez apercevoir le reflet de la lentille des caméras. Soyez attentifs aux objets tels que les détecteurs de fumée, les prises électriques, les horloges murales ou tout élément décoratif qui semble ne pas être à sa place, parce qu'il s'agit des cachettes les plus courantes. Ils peuvent également utiliser l'appareil photo de leur téléphone pour détecter la lumière infrarouge émise par certains appareils de vision nocturne, qui se traduira par un petit point lumineux quelque part dans la pièce. Il ne restera alors plus qu'à s'occuper de la secte. Mais comme la famille n'a nulle part où aller et qu'aucun bateau n'arrivera avant plusieurs jours, elle pourrait avoir besoin de cette maison comme point de repli si les choses devaient mal tourner. Je commencerai donc par m'assurer que la maison est sûre, puis je m'attaquerai aux autres problèmes ensuite.
Après avoir réglé la question avec leur hôte, Richard et sa famille partent pour une randonnée paisible dans la forêt. Ils profitent des panoramas à couper le souffle de l'île et s'arrêtent pour prendre une photo devant 4 sépultures anonymes. Ouais, bref. À la baraque à hamburger, il semble qu'il y ait eu un peu de grabuge. Quelqu'un a massacré le propriétaire et sa femme quelques minutes seulement après le départ de la famille, ce qui fait 2 victimes et il en reste 4. L'inspecteur Forsberg a le mauvais pressentiment qu'il s'agit de l'ivrogne local Johan, qui est de nouveau en liberté après avoir purgé une peine de prison. Alors que la famille s'arrête pour déjeuner, il remarque qu'un petit bateau arrive au quai. Ce qui est étrange parce qu'il ne devait pas y avoir de bateau pendant les 3 prochains jours. Mais le plus étrange, c'est ce qu'il transporte. 4 cercueils en bois flambant neufs. Je me demande bien à qui ils sont destinés. Les enfants partent se baigner, laissant à Richard et Suzanne la possibilité de se glisser jusqu'à la maison pour passer un peu de temps seuls. Quant à Matt, disons qu'il apprécie le spectacle. Alors n'en parlons plus. Pendant ce temps, l'inspecteur arrive à la recherche de ce mec louche, Johan, interrompant ces étranges anciens de la commune au beau milieu de leur répétition générale. Inutile de dire que Clara n'est pas très heureuse de voir un autre étranger se mêler de leurs affaires, et elle ment en disant que le type a quitté l'île il y a un moment à la recherche de plus de vodka. Conscient qu'il n'arrivera à rien, Forsberg décide finalement de passer à autre chose avec la vieille dame en lui faisant clairement comprendre qu'elle ne respecte pas son autorité. Mais il connaît parfaitement le mode de fonctionnement de ces cinglés, et il n'abandonnera pas l'affaire de sitôt. Au lieu d'aller se baigner comme il l'avait dit, ces 2 casse-pieds se rendent au resto du coin juste pour embêter le cuistot à la coupe au bol. Comme d'habitude, il leur fait le coup de l'erreur de venir ici. Et au moment du départ, un trio d'habitants de Burley leur coupe la route. Mais quand l'un d'eux s'approche de Sam, il lui jette le contenu d'un bocal directement dans les yeux pour une belle giclée tactique. Ils s'élancent vers la porte, mais finissent par tomber directement sur un groupe de cultistes masqués en train de transporter les 4 cercueils marqués « English Liar », menteur anglais. Alors qu'ils sont tous là à rire, les frères et sœurs s'enfuient morts de peur. Enfin, je crois que le mot peur n'est pas vraiment approprié. Il s'agit plutôt d'un certain effroi, mêlé de beaucoup d'amusement. Quoi qu'il en soit, ils retournent à la maison où, à leur insu, Matt s'est actuellement allongé dans le lit de Jessie en train d'essayer une paire de sous-vêtements. Quand il les entend arriver, il disparaît dans les murs juste au moment où elle rejoint sa chambre. Mais elle devine que quelque chose dans le lit lui semble différent de la façon dont elle l'avait laissé. Elle craint d'abord que ce soit Sam qui ait fouillé dans ses affaires, mais il la rassure en lui disant que ce n'est pas lui le coupable. Et en se retournant vers le miroir, elle s'approche intentionnellement, puis souffle et dessine un cœur sur la glace, juste devant les yeux bizarres de Matt. Et il le lèche de l'autre côté, comme s'il essayait de goûter les snuzzberries de la chocolaterie de Willy Wonka. Ok, juste au moment où on pensait que les choses ne pouvaient pas être pires, en fait on dirait que tout le monde sur cette île veut leur mort. Et pendant qu'ils essaient de profiter du paysage, nous avons leur hôte ici qui devient plus bizarre que Peach Fuzz quand il bloque l'entrée d'une porte. Ils poursuivent leurs vacances sans se douter qu'il y a au moins un tueur confirmé sur l'île à présent. Et le fait que l'inspecteur Forsberg soit totalement incompétent dans son travail n'arrange rien. Il pense que Johan, l'ivrogne de service du village, est le responsable des attaques. Mais au restaurant, il a renoncé à le chercher dès que les villageois l'ont refoulé. Et c'est quand ils ont dit que Johan avait quitté la ville pour aller chercher de la vodka qu'il s'est rendu compte qu'il racontait n'importe quoi. Ça peut sembler un détail, mais n'oubliez pas que Johan vient du Danemark, et non de Suède. Sa boisson de prédilection, c'est la bière, pas la vodka, comme nous l'avons vu à chaque fois qu'il est apparu jusqu'à présent. De plus, il n'était pas censé y avoir d'autres bateaux à l'aller ou au retour pendant les 3 prochains jours, donc leur histoire de départ n'a pas de sens. Sur le quai, l'assistante a noté les noms de toutes les personnes à bord en cas de problème. Sachant cela, le détective pourrait facilement vérifier le manifeste du bateau pour obtenir la preuve indéniable que Johan est venu sur l'île et qu'il n'en est jamais reparti. En parlant de bateau, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un plus grand signal d'alarme que ce que la famille a vu sur les quais. Ce village était censé être totalement coupé du reste du monde. Mais un jour plus tard, un bateau se pointe avec exactement 4 cercueils fraîchement fabriqués. Je suis désolée, mais c'est quoi ce bordel? Ils doivent commencer à prendre les choses au sérieux avant de finir tous morts. Et c'est pourquoi la première chose qu'ils doivent faire, c'est d'arrêter de contrarier les gens du coin. Depuis qu'ils ont débarqué ici, c'est comme s'ils essayaient délibérément de se mettre à dos les habitants. Alors il est temps de se calmer et d'arrêter de les énerver. Ils ne veulent pas non plus les affronter pour le moment, parce que ça pourrait déclencher le signal d'alarme et envenimer les choses. À partir de maintenant, ils doivent rester ensemble en permanence. Se séparer ne fera que les rendre plus vulnérables et pourrait facilement conduire à une situation dangereuse. Même s'ils n'ont pas de réseau, ils doivent faire en sorte de toujours avoir leur téléphone chargé et prêt à l'emploi en cas d'urgence.
Tout en continuant à faire comme si tout allait bien, ils devraient commencer à chercher un plan d'évacuation, comme un bateau qu'ils pourraient emprunter s'ils devaient quitter l'île rapidement, et se préparer à se défendre à tout moment si la situation devait dégénérer. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore réalisé qu'ils étaient en danger. Mais les choses ne vont pas tarder à bouger. Au village, Clara réunit tous les habitants de la commune pour leur proposer de nouvelles idées pour la fête de cette année. Elle organise cette fête depuis longtemps. Et maintenant qu'elle se fait vieille, elle craint que celle-ci ne soit la dernière. C'est pourquoi, pour partir en beauté, elle a décidé de renouer avec la vieille tradition qui consiste à sacrifier les touristes. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait depuis de nombreuses années, et quelques-uns d'entre eux prennent la parole pour essayer de l'arrêter. Mais la vieille dame refuse d'écouter. Ils ont tous aimé tuer dans le passé après tout, et en raison des règles de leur commune, leur seul choix est de s'y plier. Mais d'abord, elle doit s'occuper d'une toute autre personne bizarre. Plus tard dans la nuit, la vieille femme surprend Mats alors qu'il s'arrête au magasin local, et elle lui dit qu'il aurait dû savoir qu'il ne fallait pas inviter des personnes de l'extérieur dans leur village, surtout pendant la semaine du festival. La vérité, c'est que les anciens sont au courant de toutes ces pratiques perverses, et qu'ils l'ont laissé faire parce qu'il fait partie de la communauté. Mais maintenant, il est temps qu'ils leur rendent l'appareil. L'homme est d'abord hésitant après avoir entendu ce qu'elle a prévu. Mais comme les autres, elle ne lui laisse pas le choix. Demain soir après le festival, ils serviront la famille comme repas de Thanksgiving. En partant, elle lui jette un paquet de farine pour préparer des biscuits spéciaux pour leurs invités. Mais ils ne sont pas les seuls à réserver une surprise de taille. Le lendemain matin, le festival commence officiellement. Et tandis que les habitants se préparent, les touristes sont tous revenus à la maison frais et dispo après une nuit de sommeil paisible. Sam est le seul à se plaindre, parce que, en tant que vegan, il n'est pas ravi que le petit-déj ne soit composé que de saucisses et d'œufs. Les choses deviennent étrangement conflictuelles pendant une minute quand il commence à parler durement à Richard. Mais la mère intervient et leur dit de se calmer, rappelant à tout le monde que c'est enfin le jour J. Les habitants de la ville commencent à se rendre au théâtre après le petit déjeuner, prenant place pendant que cette goule aux yeux globuleux se tient là à frapper lentement sur un tambour. Une fois qu'ils sont prêts, Mats va voir la famille comme il l'avait prévu, et il fait mine d'avoir de bonnes nouvelles. Non seulement ils sont les bienvenus au festival, mais les villageois leur ont même gardé des places au premier rang. Et à sa grande surprise, ils ont déjà programmé d'aller faire un tour à la plage et de revenir plus tard pour profiter des 8 heures de festival. Stupéfait, Mats reste bouche bée, le plat de biscuits à la main, tandis que la famille s'éloigne. Mais il les appelle et s'assure qu'ils reviendront bientôt, en leur annonçant qu'il va leur laisser une petite surprise. Ok, il semble presque impossible que ces crétins n'aient pas encore compris qu'ils sont en danger. Surtout avec la façon dont leurs hôtes flippants se sont comportés. Je ne sais pas ce qui me préoccuperait le plus. Les signes évidents qu'ils ne sont pas les bienvenus ici, ou le changement soudain qui fait que maintenant tout le monde agit de façon tout à fait normale. Quand ils sont arrivés ici, ces gens ne les laissaient pas passer 10 minutes sans leur montrer des costumes menaçants. Mais maintenant, du jour au lendemain, et sans aucune raison, ils se montrent amicaux et veulent les traiter comme des VIP au festival. C'est la façon la plus évidente de se faire midsommariser que j'ai jamais vue. Il se peut qu'ils soient toujours complètement inconscients de la situation. Mais tôt ou tard, quelque chose leur fera comprendre qu'ils vont devoir se tirer de là. Et peu importe à quel point les vacances sont relaxantes, il est toujours préférable de s'assurer de savoir quoi faire en cas d'urgence avant qu'il ne soit trop tard. Quand ils reviennent à la maison, ils trouvent les biscuits surprises de Mats sur la table de façon incroyablement suspecte. Pour une raison obscure, il tient absolument à ce qu'ils consomment ces 4 biscuits en particulier le plus rapidement possible. Ce qui devrait être leur premier indice que quelque chose ne va pas. Et il faut espérer qu'à ce moment-là, ils seront assez intelligents pour reconnaître le danger et éviter de tomber dans son piège. Cela dit, montrer immédiatement qu'ils sont méfiants serait quand même une grosse erreur. La commune est composée principalement de membres plus âgés, et il semble que seule Clara veuille aller jusqu'au bout de son plan. Dans ces conditions, la situation ne serait pas totalement désespérée s'ils devaient se battre. Mais compte tenu de leur infériorité numérique, ils devraient vraiment faire croire à la secte qu'ils ne sont pas au courant de quoi que ce soit aussi longtemps que possible. Sans rien emporter de personnel, ils devraient prendre leur téléphone, une veste chaude et tout ce dont ils pourraient avoir besoin pour survivre et faire comme s'ils partaient en randonnée pendant une après-midi. Pendant que la commune est encore occupée par le festival, ils devraient commencer à chercher un moyen de quitter l'île. Le ferry ne reviendra que le lendemain matin, mais nous avons vu quelques bateaux privés autour de l'île qui pourraient fonctionner, comme celui qui a apporté les cercueils ou les voiliers qu'ils utilisent pour le grand spectacle. Ce serait le moyen idéal de partir d'ici.
Mais à défaut d'embarcation, ils pourraient essayer d'assembler des dispositifs de flottaison de fortune au lieu de ça. Le mieux serait d'utiliser un contenant en plastique vide, des objets emballés dans du plastique ou des meubles en bois massif qui sont tous faciles à trouver ici et suffisamment flottants pour supporter leur poids. Ils n'auront ensuite plus qu'à sauter dans l'eau et à se faire porter par le courant pour se mettre à l'abri. Le spectacle démarre sur les chapeaux de roue avec une file de villageois portant des robes et des couronnes de fleurs qui descendent du haut des escaliers et s'approchent d'un groupe de 4 soldats anglais qui les attendent sur la scène. Les officiers offrent à leur chef un œuf d'or géant sous les huées de la foule, symbolisant la façon dont leurs ancêtres ont vendu l'île pour leur propre profit. Pendant ce temps, au chalet, Mats se faufile à l'intérieur dès que ses invités sont suffisamment éloignés. Clara, qui représente les villageois, fait un grand spectacle pour expliquer comment la communauté a souffert des nouvelles lois. Tout ça pendant que quelqu'un déguisé en oie géante passe et pond des œufs d'or qu'il s'empresse d'enfouir dans ses poches. Enfin, on en arrive au moment où les villageois doivent commencer à manger des cadavres pour survivre. Et pendant qu'ils revivent l'expérience la plus traumatisante que l'on puisse imaginer, les touristes sont là-bas en train de se baigner dans le lac. Plus tard, ils reviennent à la cabane et trouvent la surprise mentionnée par Mats qui les attend sur la table de la cuisine. Il s'agit d'une assiette de biscuits fait maison. Ils décident immédiatement de déguster les biscuits avec du thé. Mais cette assiette de douceur ne sera pas la seule surprise qu'ils auront aujourd'hui. La pièce se poursuit avec le chef du village qui hésite à se retourner contre son peuple. Mais quand les soldats le paient avec un autre œuf géant, il ne peut s'empêcher d'accepter le marché, ce qui sonne le glas pour la pauvre vieille femme Clara. À la fin, ils arrêtent les 4 soldats et les attachent devant les cercueils. Puis, la vieille femme leur tranche le cou au moment du grand final. Pendant ce temps, à la maison, tout le monde s'évanouit quelques minutes après avoir mangé les biscuits. Mats vient les chercher et il a l'air d'un grand malade. Sans faire de bruit, il se faufile à l'étage, habillé avec les sous-vêtements volés de Jessie, et s'allonge à côté d'elle dans le lit. Mais c'est alors que la situation change du tout au tout. Tout à coup, les yeux de la jeune fille s'ouvrent, révélant qu'elle n'a jamais été endormie, et que personne d'autre dans sa famille ne l'a été non plus. Il pensait peut-être contrôler la situation, mais Mats est tombé directement dans leur piège. Sortant d'énormes couteaux, il lui laisse tout juste une seconde pour se recroqueviller de peur, avant de commencer à le poignarder jusqu'à ce que toute la chambre soit couverte de son sang. Ça fait 3 victimes, et il reste une île entière à explorer. Alors que les villageois sont toujours au festival et font semblant de sacrifier les touristes, la famille est de retour à la maison et se prépare pour le prochain meurtre. En effet, ils ne sont pas venus ici pour s'évader le temps d'un week-end, ni même pour tuer des chats. Il s'agit en fait d'une bande de 4 tueurs en série lourdement armés qui font ça juste pour s'amuser et qui ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas massacré tous les habitants de l'île. Ok. Je crois que ces cinglés de villageois viennent de trouver les seules personnes dans toute la Suède qui sont plus dérangées qu'eux. Ils m'ont inquiété pendant une seconde, mais je suis ravie de voir que tout ça s'est avéré être un séjour familial normal en définitive. Quant à cette commune de vieux cannibales, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous les monstres. On dirait que vous avez tous merdé. Bon, Clara, tu avais raison sur un point. Tu aurais dû empêcher ces touristes de venir sur l'île tout compte fait. Peut-être que si vous aviez été moins occupés à comploter pour les bouffer, vous auriez pu assembler les différentes informations. Les faire arrêter aurait certes gâché votre étrange petit festival, mais ça aurait aussi sauvé d'innombrables vies au sein de votre propre communauté. Parce que, comme vous êtes sur le point de le découvrir, tout ce temps où vous pensiez être les prédateurs, il s'avère que vous étiez en fait les proies. En parlant de prédateurs, il semble qu'il y en ait un de moins sur l'île maintenant, grâce à la famille de Richard. Alors, même si c'est une bande de tueurs, on dirait qu'ils ne sont pas tous mauvais. J'espère qu'ils ont au moins pu profiter d'une dernière gaufre avant la fin. Parce que vous, les tarés de la commune, vous avez tous sérieusement merdé. Dans la forêt, ils rencontrent un groupe d'anciens du village qui rentrent chez eux après la cérémonie et commencent à les mettre en pièces tout en écoutant Run to the Hills d'Iron Maiden en fond sonore. Je dois dire que c'est du putain de bon métal. L'un d'entre eux parvient à s'enfuir et à prévenir les autres. Mais il est déjà trop tard, et tout le monde se précipite pour se mettre à l'abri alors que la famille commence à lacérer, à poignarder et à donner des coups sur toute la communauté, une crevure à la fois. Les jeunes sont toujours aussi enthousiastes. Alors qu'ils partent continuer leur bain de sang, les parents décident de faire une petite pause. Leur prochain arrêt les amène à la tour radio de l'île, où ils prévoient de couper les communications afin que les habitants ne puissent pas appeler les secours. Il décide que Sam fera semblant de pleurer pendant que sa sœur frappera à la porte.
Bien sûr, cet abruti mort à l'hameçon ouvre la porte et leur dit de venir se cacher de ces vilains monstres, avant de se faire poignarder à plusieurs reprises avec un couteau énorme pour son malheur. Il s'arrête même pour prendre un selfie alors qu'elle gît en sang sur le sol. Et le plus incroyable, c'est que ces deux-là commencent en fait à s'ennuyer. Mais leur nuit d'amusement n'est pas près de se terminer. Sven finit par rattraper Clara dans les bois, et elle lui dit qu'elle part chercher leur ami Mats. Lui se dirige vers la station radio, mais celle-ci a été complètement détruite par les jeunes. Alors il lance rapidement 2 fusées éclairantes dans le ciel en guise de signal de détresse. La lueur rouge fournit l'éclairage romantique parfait pour le petit rendez-vous massacreur de Richard et Suzanne. Par chance, les autorités sont trop occupées par les autres appels de détresse pour envoyer de l'aide. La famille les suit à la trace depuis les bois et observe les survivants du village qui commencent à se rassembler au Waffle House en attendant patiemment que le plus grand nombre possible d'entre eux se présentent avant de frapper à nouveau. Pendant ce temps à l'intérieur, Sven commence à barricader la porte quand un groupe de cultistes costumés sort de l'ombre, demandant à leur chef ce qu'ils devraient faire. Sven veut sortir d'ici tant qu'ils en ont encore la possibilité, mais la vieille femme est toujours aussi déterminée à sacrifier ces touristes psychopathes pour leur rituel. C'est alors qu'ils entendent Richard frapper à la porte d'entrée. Ok, oubliez la famille. On dirait que c'est maintenant devenu un scénario de survie pour les membres de la secte eux-mêmes. Sans réseau mobile et avec une station de radio détruite, ils n'ont aucun moyen d'appeler à l'aide. Les fusées éclairantes devraient attirer l'attention de quelqu'un, mais on ne sait pas combien de temps il faudra avant qu'ils n'arrivent. Ils vont donc devoir tenir le plus longtemps possible dans la cabane. La première chose à faire dans cette situation, c'est de barricader immédiatement les portes avec tous les meubles lourds que vous pourrez trouver, comme les bancs et les tables disséminés tout autour de la baraque. Ou même d'attacher les portes à l'aide d'une corde ou avec des chaînes. Ça devrait vous permettre de gagner du temps pour vous préparer à la prochaine attaque. La bonne nouvelle, c'est que la famille n'a que des armes de corps à corps. Aucune option pour les attaques de longue portée. Et que ce ne sont que des humains normaux sans pouvoir extraordinaire. Il sera donc possible de les blesser, voire de les tuer si nécessaire. Je prendrai une arme de fortune, comme un meuble cassé ou un outil agricole dans cette cabane qui me donnera une portée décente, et je me débarrasserai de mon déguisement pour qu'il ne me ralentisse pas. Ensuite, il faudra grimper vers une zone surélevée pour avoir l'avantage de la hauteur, ou se positionner au milieu de la salle à égale distance des portes. De cette façon, vous aurez un maximum d'espace pour travailler. Et donc, après m'être échappé de la cabane, je retournerai en direction de la scène et je m'enfuirai sur un de ces petits voiliers pendant qu'ils seront encore occupés à tuer tous les autres. Alors que son mari fait diversion, la famille pouffe de rire en retrait, et le gars commence à les supplier qu'on le laisse entrer. Les autres se précipitent, et saisissant l'occasion, Clara cherche à s'enfuir par devant, mais elle est poignardée par le couteau géant de Richard à travers les interstices de la porte. Furieux, Sven s'empare d'une épée accrochée au mur et décide de lui rendre l'appareil. Il transperce Richard des 2 côtés de la bouche, mais ce ne sont que des blessures superficielles pour l'un et l'autre. Et il défonce immédiatement la porte, encore plus assoiffé de sang qu'avant. Saisissant Clara, Sven et elle se réfugient rapidement dans un placard au moment où la famille fait irruption. Pendant qu'ils observent la scène depuis leur cachette, les tueurs commencent à massacrer brutalement les cultistes costumés, comme s'il s'agissait pour eux d'un simple jeu. La poule aux œufs d'or se fait clouer le bec par le rasoir de Suzanne, et même le garçon à la coupe au bol apparaît au pire moment pour se faire décapiter par Jessie une fraction de seconde plus tard. Enfin, le pauvre petit opossum se prend la valse des coups de poignard par le groupe, comme Mats y a eu droit dans la maison. Et la famille s'en va sans jamais remarquer que Clara et Sven se terrent toujours dans le placard à quelques mètres de là. Quelque part sur le continent, l'inspecteur Forsberg se réveille avec un appel urgent de son assistante qui l'informe que l'île est littéralement en train de brûler. Il pense d'abord qu'il s'agit d'une blague, mais après avoir réalisé que c'est sérieux, il leur demande de préparer le bateau pour qu'ils puissent se rendre sur place. Au village, les parents se détendent près d'un grand feu de joie fait avec les corps démembrés de leurs victimes. C'est une façon paisible de terminer la nuit, jusqu'à ce que les jeunes arrivent et que Sam commence immédiatement à se plaindre, comme il le fait sans arrêt. Pour une fois, Richard reste calme. Il lui dit d'arrêter ça. Mais ce petit con ne veut pas arrêter. Et après avoir finalement décidé qu'il en avait assez, le père s'élance d'un geste inattendu et plante le jeune homme en plein dans la gorge. Alors qu'il agonise devant eux, on apprend que ces 4-là ne sont en fait pas du tout une famille. Il s'agit simplement d'un groupe de cinglés qui se réunissent tous les ans ou presque pour massacrer un autre village isolé. Richard en avait marre des conneries de ce gars depuis un moment.
Mais ce voyage a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et les autres sont tout aussi agacés de devoir se trouver un nouveau frangin maintenant qu'il est parti. Et ils lui disent que ce n'est pas cool. Les filles plaisantent sur la question de savoir si elles vont lui pardonner ou non pendant un moment, avant de retourner immédiatement à leur petite combine familiale, laissant Yann alias Sam avec les autres corps, pendant qu'eux retournent vers la maison. Il ne reste plus que Sven et Clara pour essayer de les arrêter une dernière fois, mais la vieille femme est toujours déterminée à accomplir le rituel, et il n'y a rien que Sven puisse faire pour l'en dissuader. Sachant que c'est sa dernière cérémonie en tant que chef, il cède à contre-cœur à ses exigences, saisissant son fusil et attendant de tendre une embuscade à la famille quand ils retourneront à la cabane. Mais il y a juste un petit problème avec leur petite stratégie. Ces abrutis ont laissé toutes les lumières allumées, si bien que la famille voit venir leur attaque sournoise à 1 kilomètre de distance. Au lieu de se faire avoir, ils se réfugient immédiatement dans la maison de Mats, où ils peuvent observer les 2 villageois qui les attendent grâce aux caméras cachées du pervers. Et Richard trouve même un tunnel secret qui les ramène directement à leur maison de vacances. Comme ils ont besoin d'un plan, ils décident d'envoyer Jessie pour faire diversion pendant que son père se faufilera à travers le tunnel, pensant à tort que les cultistes ne savent toujours pas qu'ils sont les tueurs. Mais la tâche ne sera pas aussi facile qu'ils le croient. Ok, il ne reste plus que 2 de ces monstres à abattre avant que cette secte ne disparaisse pour de bon. Mais la famille de touristes tueurs commet une erreur capitale. Ils supposent que Clara et Sven ne sont que 2 victimes malchanceuses de plus, alors qu'en réalité, ces 2-là sont tout aussi dangereux qu'eux. Utiliser quelqu'un pour faire diversion ne fonctionnera pas, parce qu'ils vont tout simplement les attaquer sur place. Et après avoir vu que Sven a une arme à feu, ils ne devraient pas risquer une confrontation ouverte, parce qu'ils pourraient facilement les mettre tous à terre avant même qu'ils ne puissent riposter. Au lieu de s'attaquer directement à la porte d'entrée, quelqu'un devrait se faufiler jusqu'à la maison et commencer par couper l'électricité. De cette façon, il sera plus difficile pour Sven de tirer avec précision, et plus facile pour eux de s'approcher furtivement de lui, ce qui permettra de neutraliser la force de son arme beaucoup plus puissante. Ça leur permettra aussi d'utiliser les caméras de vision nocturne au maximum de leur potentiel. Sans téléphone portable ni radio, ils ne pourront pas se parler directement s'ils se séparent, mais ils peuvent faire en sorte que 2 d'entre eux se faufilent sous différents angles de la maison, tandis que le 3e restera à l'arrière et surveillera les caméras. S'il s'approche d'une pièce où il y a un danger, la personne qui surveille pourra aller à la fenêtre et commencer à éclairer avec sa lampe de poche pour donner l'alerte à ses amis à l'intérieur, tout en distrayant éventuellement un de ces monstres et en lui offrant la possibilité de le tuer facilement. Une fois Sven éliminé, la vieille femme Clara ne devrait pas être trop difficile à gérer. En fait, je pense que le plus difficile sera de trouver comment expliquer tout ça à la police quand elle se présentera. Mais c'est quelque chose qu'ils ont déjà expérimenté à plusieurs reprises. Après s'être préparée psychologiquement sur le porche, Jessie entre dans la maison en prétendant être blessée. Mais Sven fait immédiatement volte-face et lui assène un coup de fusil en pleine poitrine. Elle est cependant toujours en vie. Elle commence à paniquer et invente une histoire comme quoi Mats aurait tué son père et son frère, tentant par tous les moyens de gagner un peu de temps vu qu'elle est seule. Heureusement pour elle, il semble que ces 2-là ne savent pas encore que ce sont eux les tueurs, et Sven part fouiller le reste de la maison, la laissant avec la vieille femme effrayante qui a toujours très envie d'un peu de chair humaine. À ce moment-là, Suzanne arrive en courant et commence à tambouriner à la porte. Déconcertée, la vieille la déverrouille et la laisse entrer, pensant que ça va être un meurtre super facile. Mais elle est loin de se douter que tout ça fait partie de leur putain de plan. À l'étage, Richard se faufile par un tunnel caché, laissant la porte secrète derrière le miroir grande ouverte en guise d'appât. Après avoir découvert le corps démembré de Mats soigneusement rangé sur un des lits, Sven entend un bruit provenant de l'autre côté de la pièce, et y trouve le père qui fait semblant d'être blessé. Tout à coup, Richard se lève et lui entaille la gorge dès qu'il s'approche de lui. Mais alors qu'il est debout en train d'admirer son œuvre, Sven prend son arme et lui explose complètement la main droite en guise de vengeance. Papa est horriblement blessé, mais il ne semble pas du tout perturbé par la situation. Le père descend en titubant et se rend dans la cuisine où Clara, soucieuse, monte la garde devant sa famille. Sa femme et sa fille commencent immédiatement à faire des blagues quand elles remarquent qu'il lui manque une main. Mais il leur dit qu'il est bien trop tôt pour ça. Ils commencent alors à reporter leur attention sur la vieille femme. Pendant tout le temps où elle pensait être en train de les traquer, c'était en fait eux qui la traquaient. Ça ne change rien à ses plans parce qu'elle est toujours obsédée par l'idée de sacrifier ces 3-là. Alors que les filles se lèvent et commencent à se rapprocher, elles se mettent à reculer lentement vers les couteaux posés sur le plan de travail. Tout à coup, Clara tourne sur elle-même le couteau au-dessus de la tête, et elle s'apprête à les affronter dans un combat à mort.
Mais un coup de feu retentit de nulle part et sa tête explose en 1000 petits morceaux tel un ballon de baudruche rempli de sang. De qui s'agit-il ? Eh bien, c'est le vieil inspecteur Forsberg qui débarque juste à temps pour sauver la situation. Stupéfaite, la famille se retourne en se demandant ce qui vient de se passer. Mais elle reprend vite ses habitudes quand elle se rend compte que le gars ne se doute de rien. Les conduisant jusqu'au quai, ils montent rapidement à bord de son bateau et s'en vont à toute allure tandis que l'île entière brûle à l'arrière-plan. Mais il y a un villageois qui est encore en vie. Il s'agit de Johan l'ivrogne. À son réveil, il est stupéfait de voir qu'un bateau rempli de soldats se dirige vers lui. Et il commence à essayer de sortir rapidement de là avant qu'il n'arrive. Mais dès qu'il le voit courir, ils sortent leurs armes et l'abattent sans la moindre hésitation. Étant donné que tous les habitants de l'île ont été officiellement anéantis, il semble que cette famille de monstres ait réussi à s'en sortir avec succès une fois de plus. Il ne reste plus qu'à espérer que leur prochaine escapade ne se déroulera pas dans une petite ville près de chez vous. Get Away! Get Away! Un film intéressant, des personnages intéressants, une intrigue intéressante. Et je suis ravie que nous ayons eu l'occasion de le couvrir ici sur Comment Battre. À présent, je vous laisse le soin de me dire si vous auriez fait quelque chose de différent dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!